Bonjour, je vous remercie de vous être connecté à ce webinaire qui est organisé par le MEDEF Île-de-France ainsi que tous les MEDEF territoriaux, Paris, Hauts-de-Seine, Est parisien, Yvelines, Val d'Oise, Essonne et bien sûr Seine-et-Marne pour finir. Le sujet aujourd'hui est un sujet qui, j'en suis sûr, vous préoccupe tous depuis maintenant quelques jours, c'est la reprise annoncée pour lundi prochain. Donc, toute l'Île-de-France en particulier est particulièrement mobilisée sur cette reprise, compte tenu des enjeux que cela représente, bien sûr économiques. Mais une des clés de la réussite de ce déconfinement sur l'Île-de-France passera par les transports. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons souhaité organiser ce webinaire et donc ce débat autour de ce sujet. Nous aurons comme invité aujourd'hui Alexandra Dublanche, vice-présidente de la région Île-de-France, Christian Mayer, directeur du développement et de l'innovation à l'AFNOR, Charles Zenati, président du MEDEF Paris, et enfin Hervé Allard, président du MEDEF Est parisien. Alors, on va commencer avec vous, Christian. En fait, le déconfinement démarre lundi officiellement, en tout cas pour le moment, on va dire. Les MEDEF ont, en collaboration avec l'AFNOR, élaboré un guide de reprise sur les bonnes pratiques et sur le management des risques pour les entreprises et leurs salariés. Est-ce que vous pourriez déjà nous expliquer l'apport qu'a eu l'AFNOR sur ce guide? L'apport, ça a été, en fait, nous avons l'habitude évidemment de rédiger des documents, je pense que chacun le sait. Nous cherchons à apporter à la fois une certaine rigueur dans le document, mais aussi à coller évidemment aux besoins du lecteur, de l'utilisateur. Là, nous nous sommes mobilisés évidemment d'une manière assez exceptionnelle sur ce document pour l'établir dans un temps record, en ayant en tête autant que possible donc effectivement le lecteur, et pour être vraiment au service en fait du projet, garantir donc une qualité de rédaction, un équilibre, être garant aussi du fait, parce que nous avons des expertises un petit peu dans différents domaines. Et évidemment, les premiers experts, ce sont les praticiens et les personnes qui ont rédigé le guide, mais nous étions aussi en alerte pour leur dire attention, sur tel domaine, vous pouvez appuyer sur tel sujet. Attention, soyez prudents sur d'autres sujets. Donc, nous avons ce rôle, nous aussi, un petit peu de médiation, en fait, à jouer. C'est ce que nous faisons dans notre métier habituel de normalisation. Et là, nous avons utilisé un format qui s'appelle AFNOR-Spec, un format agile et qui a été conçu pour répondre de manière très rapide sur un besoin donné quand on a un collectif, parce que la normalisation, c'est collectif et notre métier, c'est d'arriver à faire des documents qui soit le co-créé par un collectif sans pour autant être de l'eau tiède. Donc, on est vraiment du contenu. Voilà. Donc, nous avons cherché à apporter cette qualité de notre métier et puis la qualité de tiers de confiance, puisqu'AFNOR, c'est notre métier d'être neutre, d'apporter cette neutralité, tiers de confiance qui pourra aussi rassurer, qui pourra être utile aux chefs d'entreprise, mais aussi rassurer les salariés sur le fait que AFNOR est bien garant en fait de la qualité de ce document. Très bien. Merci Christian. Je vais revenir vers vous très rapidement, mais déjà, je voudrais donner la parole aussi à Charles et demander à Charles, sur un plan pratique, est-ce que tu peux nous donner déjà les grands axes de ce guide et peut-être aussi illustrer un tout petit peu par quelques exemples les bonnes pratiques et peut-être en particulier ce qui intéresse, je pense, tout le monde aujourd'hui sur ce webinaire, c'est le retour sur site de nos salariés. Oui, merci Daniel. Effectivement, on s'est réunis entre chefs d'entreprise il y a une quinzaine de jours, de chefs d'entreprise de la région parisienne, de l'Île-de-France, pour se dire, au fond, aujourd'hui, nos collègues, ils ont la tête dans le guidon. Ils sont préoccupés par des questions de chômage partiel, ils sont préoccupés par des questions de financement, PGE, etc. Mais ils anticipent peut-être pas suffisamment qu'à un moment donné, il va y avoir un déconfinement et que ce déconfinement, c'est pas on arrive le matin, le 11 mai, on appuie sur le bouton, puis toute la machine se remet en route. La machine, elle va se remettre en route progressivement. Il faut préparer en amont et puis à partir du 11 mai, il y aura encore des actions progressives qui vont permettre de se mettre en route. Donc on s'est mis autour de la table et puis on a essayé de réfléchir ensemble très vite avec l'aide de l'AFNOR pour définir une méthode.
Et la méthode, c'est pas une méthode de déconfinement, c'est pas encore un guide où on dit, voilà, c'est pas encore un Xème guide où on dit lavez-vous les mains, ceci, cela. Je pense que les gens, ils le savent, ça, ils ont bien compris. Donc nous, ce qu'on apporte, c'est une dimension, c'est un pas de côté, c'est une dimension un petit peu plus large, où on fait une sorte de checklist, on regarde point par point quels sont les aspects dont doit se préoccuper le chef d'entreprise pour pouvoir finalement travailler en période de pandémie. Parce que ces histoires de gestes barrières, de distanciation sociale, etc., ça va se mettre en place et ça va durer. Ce n'est pas quelque chose qui est là pour une semaine. C'est quelque chose qu'on est susceptible d'avoir pendant encore des mois et il va falloir s'habituer à travailler dans ce nouvel environnement avec un nouveau risque qu'on ne connaissait pas auparavant. Auparavant, on traversait la route. Avant de traverser la route, on regardait à droite et à gauche s'il y avait des voitures. Bon, bah là, avant de s'approcher de quelqu'un, avant de toucher un objet, etc., on doit penser à ce risque du Covid et de la pandémie. Donc, dans le guide, le premier aspect qu'on a mis en avant, c'est l'aspect humain. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout le monde est inquiet. Dans les entreprises, les salariés sont inquiets, les chefs d'entreprise sont inquiets, ils s'inquiètent sur la partie financière, sur la partie sanitaire. On se dit, est-ce qu'on va garder son emploi? Est-ce qu'on va réussir à passer ce cap, etc. Donc, cette inquiétude, elle passe d'abord par la nécessité de communiquer. Donc, on liste un certain nombre de sujets, de suggestions. On dit, ben voilà, il faut parler, il faut se parler, il faut se mettre d'accord aussi sur les procédures. Parce qu'on a un protocole du ministère du Travail, etc., qui dit 4 mètres carrés, voilà, bon. Ok, très bien, mais sans peut-être en passer par des systèmes de calcul de baignoires qui se vident et de robinets qui remplissent la baignoire, de se dire comment fait-on pratiquement dans chaque entreprise, dans chaque boîte, en fonction du nombre de personnes qui sont là, en fonction du métier qu'ils font, en fonction avec toutes ces préconisations que nous ont données les pouvoirs publics, comment on va traduire ça, nous, dans notre vie quotidienne. Et c'est ça qu'on aborde dans le guide. Hein. On l'aborde donc de façon pas générale, pas au travers de prescriptions, de réglementations, on l'aborde au travers du vécu de l'entrepreneur et de ses collaborateurs. Très bien. Merci Charles. On y reviendra d'ailleurs, puisqu'il y a quand même un certain nombre, je pense on aura pas mal de questions là-dessus. Malheureusement, pour le moment, je pense qu'Alexandra Dublanche n'a pas pu se connecter. Donc, le sujet qu'on souhaitait aborder avec Alexandra touchait bien évidemment un des axes majeurs de ce déconfinement à partir de lundi, qui est le transport. Je vais peut-être en profiter pour vous parler, en attendant, de cette fameuse charte qui a été signée au niveau régional en Île-de-France, charte à laquelle ont participé beaucoup d'acteurs, hein, la région, les services de l'État, la Directe, les organisations syndicales, qu'elles soient patronales ou salariées, les CCI et tous les acteurs du transport en Île-de-France. L'objectif de cette charte, elle est de pouvoir collectivement démarrer un déconfinement à partir de lundi prochain, en partant du postulat que si les salariés arrivent qui voyagent par les transports en commun sont bloqués ou la garantie sanitaire n'est pas assurée, ça va poser des problèmes à toutes les entreprises. Donc, on a effectivement, pour cette charte, travaillé sur deux aspects. Un aspect en amont qui est le transport, et c'est là qu'Alexandra devait nous en parler. Simplement, un chiffre pour tous. Il y a en temps normal 5 millions de personnes qui voyagent dans les transports en commun à Paris tous les jours. Donc, inutile de vous dire que c'est un goulot d'étranglement dans un premier temps déjà technique, puisque les transports en commun tournent au ralenti et ne pourront pas redémarrer à 100% tout de suite. La RATP parlait ce matin de 15% du trafic potentiel dès le 11 mai, avec une augmentation progressive de 10 à 15% par semaine. Donc vous le voyez bien, on n'arrivera pas à une situation du transport normal avant le tout début juin. Donc il était important de travailler collectivement sur cette charte afin de pouvoir définir des règles de fonctionnement
qui, d'une part, garantissent l'arrivée des salariés dans les entreprises, mais qui, d'autre part, aussi garantissent l'intégrité sanitaire pour toutes ces personnes qui vont voyager dans les transports en commun. Alors, ce qui est très important, c'est que dans cette charte, l'engagement des entreprises doit se situer à 3 niveaux. Le premier, c'est d'une part pour celles qui ont pratiqué le télétravail depuis 2 mois, qu'on continue finalement ce télétravail, surtout si ça fonctionne. Il y aura toujours des cas où on aura besoin de faire revenir des salariés, mais le message, c'est vraiment essayons collectivement de maintenir au maximum les positions de télétravail pour éviter cet engorgement. Le deuxième élément, qui est un élément clé par rapport au transport, c'est le fait d'avoir un étalement de l'arrivée de nos salariés pour éviter l'engorgement dans les transports aux heures de pointe comme on les connaît en temps normal. Donc là, l'idée, c'est qu'effectivement, les entreprises permettent à leurs salariés d'arriver au bureau, au travail, plus exactement de façon étalée entre 5h30 et 10h30 du matin. Donc, vous voyez, c'est 5 plages horaires d'1 heure, 4 plages horaires l'après-midi à partir de 15h30 jusqu'à 19h30. Et de ce fait, d'arriver à lisser la charge dans les transports, tout au moins dans les premières semaines. Donc, ça, c'est le deuxième axe. Et enfin, le troisième axe important pour les entreprises, et Charles en a parlé, et je vais redonner la parole à Charles et Christian, c'est comment organiser finalement ce déconfinement à l'intérieur de l'entreprise pour réussir ce déconfinement. Ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que cette contrainte qu'on va mettre dans les transports et dans l'organisation de l'acheminement de nos salariés dans les entreprises est fondamentale, car eh bien, si on rate ce déconfinement, il est fort probable qu'on ait à se reconfiner et ça aurait bien sûr des conséquences dramatiques pour les entreprises. Voilà, je vais peut-être donner la parole à Alexandra qui, je crois, est arrivée, il me semble. Voilà, bonjour Alexandra. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Désolée, j'ai des petits problèmes avec mon ordinateur. Il en surchauffe, je pense. J'entends très très bien, Alexandra. Donc, justement, vous arrivez à point nommé parce que je vais vous donner la parole sur le sujet. Donc, je viens d'expliquer à tous les auditeurs de ce webinaire la signature de cette charte commune, collective au niveau de la région et surtout l'engagement des entreprises sur un certain nombre de pratiques pour pouvoir fluidifier ces transports-là. J'aurais tendance à vous demander maintenant quel est votre point de vue et surtout, vous êtes au comité du transport sur l'Île-de-France, donc on a affaire vraiment à la bonne personne pour nous expliquer un petit peu comment tout ça va se passer dès lundi. Merci beaucoup. Alors, effectivement, l'enjeu massif en Île-de-France pour le déconfinement, ce sont les transports qui sont un goulot d'étranglement, en fait. On a habituellement 5 millions de personnes jour dans les transports franciliens. Et là, avec le respect des distanciations sociales, il faudrait qu'il y ait 1 million de personnes. Donc, on essaie de tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien. Daniel vient d'expliquer effectivement la signature de cette charte. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que des mouvements qu'on essaie de pousser nous depuis des années avec Valérie Pécresse, là, ils s'avèrent d'autant plus importants. Le télétravail, évidemment, là où dans cette charte, on dit qu'il faut rester à 100% la première semaine, puis 90, puis 80 pour ceux qui le peuvent, bien évidemment. Ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire depuis un moment. Depuis qu'on a déménagé à Saint-Ouen, nous, on a mis nos agents 2 jours au télétravail. On a toute une politique assez importante sur ce thème avec le développement de tiers-lieux, d'ailleurs, sur lesquels on réfléchit pour mettre à disposition des indépendants, des entreprises, pour faciliter aussi de rester en télétravail. Il y a aussi le lissage des heures de pointe. Pareil, c'est quelque chose qu'on avait entamé il y a à peu près 2 ans avec une expérimentation sur la Défense et à Évry, où on faisait ce qu'a expliqué Daniel, au lieu de faire 9-17, je fais 7-15 ou 11-19. Et ça permet de lisser cette heure de pointe qui est le problème de tout temps dans les transports, mais encore plus la semaine prochaine. Donc ça, c'est extrêmement important avec cette attestation employeur qui devra préciser le temps, le créneau d'arrivée, le créneau de départ. Mais c'est un énorme enjeu parce qu'en fait, notre enjeu aujourd'hui, notamment, c'est aussi le personnel les agents des transports. Parce qu'il y a à peu près 30% des agents RATP SNCF qui sont en congé garde d'enfants.
D'où la reprise des écoles qui est assez critiquée, mais qui pour nous est aussi indispensable pour la reprise d'activité, bien évidemment. Et donc, ça demande un travail énorme. Donc, il y a évidemment, Valérie Pécresse, depuis le début, demande le port obligatoire des masques avec verbalisation, ce qui veut dire évidemment qu'il faut équiper les usagers en masques. Donc, elle a demandé, donc l'État a annoncé aussi ce port obligatoire, mais sans pour autant en distribuer. Donc, nous, ce qu'on fait depuis 2 semaines, qu'on va refaire lundi, c'est qu'on a distribué déjà 1,6 million de masques dans 220 gares d'Île-de-France. À partir de lundi, tous les abonnés Navigo auront un masque en tissu de la part d'Île-de-France Mobilité. Puis, il va y avoir des distributeurs et de gel et de masques dans les gares. Donc ça, c'est vraiment ce que nous faisons, ce qu'on a demandé aussi à l'État, qui est indispensable, parce qu'on craint véritablement une fermeture des gares qui serait encore plus catastrophique, c'est un renfort de forces de sécurité d'environ 5000 personnes. Donc on a aussi demandé au maire, au cas où l'État ne mettrait pas ces personnes à notre disposition. Et donc voilà à peu près tout ce que nous faisons pour préparer lundi, mais en encourageant massivement ceux qui le peuvent à continuer le télétravail. Ça, c'est sur le thème du transport. Alors, j'ai une petite question, Alexandra, par rapport à ça, qui est une question que beaucoup de gens se posent. Et moi, j'ai une partie de la réponse, mais je préfère que ce soit vous qui le fassiez. C'est pourquoi est-ce que les services publics de transport ne peuvent pas fonctionner à 100% dès lundi? C'est un peu provocateur, mais la question, c'est les gens ont du mal. Ce matin, la RATP annonçait qu'on fonctionnerait à 15% des capacités lundi. Les gens ont du mal à comprendre pourquoi. Est-ce que vous avez une petite explication par rapport à ça? Oui, alors déjà, on voit d'étranges différences entre les réseaux Optile type Transdev, etc. Voilà, et puis RATP, SNCF qui est un petit peu plus syndiqué. Donc il y a 20-30% d'absentéisme chez RATP, SNCF, dû alors soit maladie, soit aussi garde d'enfants, et 10% par exemple chez Optile. Mais tout est lié. S'il n'y a pas reprise d'école, les agents des transports, ils sont comme les autres, ils ont aussi des enfants peut-être à garder chez eux, donc tout est lié. Donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Valérie Pécresse a demandé depuis un bon moment que les agents des personnels de transport puissent bénéficier du système de garde dans les écoles comme les personnels soignants, puisque nous, depuis le début de cette crise, on a une inquiétude sur l'arrêt des transports. Parce que ça, voilà, on veut continuer, évidemment, il fallait acheminer les soignants, il fallait acheminer tous ceux qui continuaient à travailler, les commerçants, enfin tous les secteurs d'activité qui continuaient. Et donc, on se bat depuis le début et on a demandé à l'État depuis le début à ce que les agents des transports puissent aussi faire garder les enfants dans les écoles. Ça n'a pas été accepté à ce stade. Donc voilà, c'est une des raisons principales. Et puis après, ce que je vous disais sur les 5 millions versus 1 million, au lieu d'avoir 5 personnes au mètre carré habituellement, il faut qu'on en ait une. Donc forcément, il y aura moins. Enfin, on ne peut pas retourner à 100% des transports aussi pour cette raison-là. Très bien. Merci beaucoup, Alexandra. C'était important. Cette précision était importante. Est-ce qu'on peut peut-être aussi préciser, puisque c'était l'objectif de cette charte, la définition des plages horaires pour l'employeur, parce que je pense qu'il y a pas mal de questions aussi de la part de nos adhérents sur cette attestation que les salariés vont devoir présenter, et notamment le fait que demain c'est jour férié, que dès lundi matin, pour lundi matin, ça va être un petit peu compliqué de se retourner pour les entreprises. Comment est-ce que ça va se passer concrètement dans les transports si les salariés ne présentent pas leur attestation dès lundi matin? On ne peut pas avoir 80% des gens qui... il faut que tout le monde puisse respecter les règles que tout le monde essaye de mettre en place pour que ça fonctionne. Donc j'entends que c'est très compliqué et que la mise en œuvre est très courte, mais c'est comme ça depuis le début de cette crise sur tout un tas d'autres sujets. Donc voilà, est-ce qu'il y aura le premier jour un peu de flexibilité sur les verbalisations, comme ça s'est fait d'ailleurs au début de confinement là, dans la rue quand on se faisait arrêter. Je ne peux en tout cas pas l'encourager évidemment, mais je pense que l'attestation peut, à mon avis, s'envoyer dans le week-end. On a tous travaillé tous les jours de chaque semaine depuis le début de cette crise Covid. Donc voilà, effectivement, cette charte a été signée par vous-même, par les organisations syndicales et les agents de transport hier, je crois.
la région et l'État. Donc forcément, le temps que ça se mette en place, je comprends que ça soit compliqué, mais ça serait terrible qu'on en arrive à une situation où on doit fermer des lignes de transport qu'on n'a pas fermées pendant le confinement. Ça serait complètement absurde. Or, il y a un vrai risque aussi de droit de retrait, aussi, enfin voilà, il faut qu'on n'ait pas d'afflux dans les gares aux heures de pointe. C'est impossible, sinon ça sera contre-produit. On reviendra en arrière, forcément. Donc, c'est malheureusement obligatoire. Il faut tout faire pour y arriver d'ici lundi, dans des très courts délais, je l'entends. Absolument. Et juste pour vous donner un petit exemple, dans ma propre entreprise, on a déjà communiqué cette attestation à tous les salariés, même si la grande majorité va télétravailler encore lundi. Mais bon, vous pouvez compter en tout cas sur le MEDEF et toutes les organisations pour pouvoir pousser dans ce sens-là, parce que, comme je le disais précédemment, c'est la clé du bon déconfinement. Sinon, malheureusement, si on devait se reconfiner, ça serait dramatique. Juste maintenant, je voudrais revenir vers vous, Christian. Maintenant qu'on a abordé ce volet transport, je voulais qu'on revienne sur ce guide qui a été édité, que nous avons édité en commun. Et déjà, première question, où est-ce qu'on peut trouver ce guide? Ça, c'est une première question. Et puis peut-être aussi, vous demander peut-être de piquer quelques idées de ce guide pour pouvoir expliquer un petit peu les recettes que vous avez utilisées pour le constituer. D'accord. Eh bien, d'abord, pour trouver le guide, c'est très simple. Alors, ce serait trop compliqué de vous lire le lien, mais simplement, faites Google. Sur Google, vous faites… on m'entend là? Parce que j'entends pas le retour son. C'est bon? Bon. Oui, on vous entend. Désolé, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas le son. Donc, sur Google, vous faites AFNOR, clé de la reprise, et vous arrivez directement sur le site AFNOR, la boutique AFNOR, et là, le guide est en téléchargement gratuit. Donc, c'est très simple. Voilà, donc AFNOR, clé de la reprise, et vous tombez dessus. Alors, pour le guide lui-même, il est, alors comme le disait tout à l'heure Charles, nous avons mis, il y a une première partie qui est sur l'objectif commun, hein, c'est-à-dire qui dit bien effectivement, alors ce guide, il est vraiment orienté vers les chefs d'entreprise, de TPE, de PME, mais bien entendu, il peut être utilisé par tout un chacun. Et il nous a paru vraiment important, on a pas mal discuté, mais de mettre, parce qu'il y a les soucis du chef d'entreprise qui sont multiples, mais la dimension humaine va être extrêmement importante. La dimension d'accueil, de mise en confiance, parce que toute l'idée, hein, nous reprenons, il faut être très sérieux, hein, nous reprenons dans une période de pandémie, c'est quand même bien ça l'objectif de ce guide. Donc, comment reprendre une activité et sans doute conduire une activité pendant un certain nombre de semaines et de mois. J'ai copiloté juste avant un autre document qui a fait pas mal de bruit, qui est sur les masques, hein, les masques barrières qu'AFNOR a sorti. Je peux vous dire que j'ai appris beaucoup de choses à cette occasion sur la pandémie, sur les masques. Et donc, voilà, donc c'est sérieux. Et donc, les salariés, et peut-être même les chefs d'entreprise d'ailleurs, auront de toute façon un certain climat particulier dans l'entreprise. Donc, cette dimension humaine, c'est extrêmement important de rassurer, de dialoguer en maintenant les distances nécessaires, et de définir donc des priorités sur les règles de sécurité et de bien montrer, c'est les conseils que nous donnons, c'est de bien montrer, dans toutes sortes de conseils pratiques, que l'entreprise prend vraiment en charge et très au sérieux cette dimension. Savoir aussi que si des personnes, pour l'entreprise, il y aura eu du télétravail pendant des semaines, peut-être d'autres rythmes auront été pris, elles auront vécu les choses plus ou moins bien. Il faudra aussi être capable à la fois de très vite les remettre en action, mais aussi d'être à l'écoute, parfois même de bonnes idées, parce qu'il y a des pratiques qui ont été mises en place pendant cette période qui pourraient être utiles à l'entreprise. Alors, il semble aussi important, évidemment, le chef d'entreprise, il y a toute une partie sur se projeter, anticiper, évaluer aussi tous les éléments clés de l'organisation, ressources humaines, les finances, les appros, la production, le chiffre d'affaires. Donc, nous avons cherché à faire un document suffisamment léger, mais suffisamment précis. Ça devrait être le document qui pourrait être sur la table ou sur l'écran du chef d'entreprise et qui lui permette régulièrement de faire une prise de recul pour ne pas être noyé. Ça a été dit tout à l'heure, c'est quand même éminemment complexe cette situation, et qu'il puisse y reporter régulièrement. Et donc être en capacité, donc c'est une espèce de checklist, hein, c'est un terme que nous avons employé,
d'identifier les différents risques, risques clients, risques de la chaîne d'approvisionnement et autres, pour aussi dialoguer avec son équipe de management rapprochée, son équipe d'encadrement. Et puis, c'est aussi un outil de dialogue avec les salariés. Alors, il y a évidemment tout un aspect financier aussi dans le guide, les finances, avoir comment se doter de la vision la plus claire possible de la situation financière. Donc, comment c'était avant la crise, pendant la crise, qu'est-ce qu'on a perdu, est-ce qu'il y a des gains qu'on a pu faire, parce que certaines entreprises ont fait des gains exceptionnels, réalisent des gains, quelles sont les perspectives, la révision des budgets. Donc, vous voyez, c'est un document vraiment de checklist sur tout un ensemble de points clés. Et puis, évidemment, nous conseillons, nous donnons un ensemble de conseils sur les priorités à se fixer, priorité du dirigeant, priorité des managers, à se fixer très rapidement pour piloter cette reprise en étant en capacité de se régénérer, si je peux dire, régulièrement avec ce guide, dans une situation où il ne faut pas se le cacher, il y aura des aléas, il y aura les nouvelles, les réglementations, enfin les instructions gouvernementales changent tous les jours, il peut y avoir ce qu'on n'espère pas, mais certains, tout à l'heure on a même parlé, pourquoi pas de blocage de gare, bon ça serait quand même une catastrophe effectivement, mais en tout cas dans l'entreprise, il y aura aussi certainement plein d'aléas, il y a l'environnement de l'entreprise, ce sont aussi, c'est pas seulement les clients, c'est les fournisseurs qui eux-mêmes ont vécu cette période et reprennent. Voilà. Donc, c'est vraiment les différentes parties du guide sont une espèce de manière de faire une checklist et une vision panoramique la plus simple, mais la plus exhaustive possible. Très bien, merci beaucoup Christian. Alexandra précisait tout à l'heure que la région a fait un effort incroyable sur la mise à disposition de masques et d'ailleurs pas que dans les transports puisque la région a aussi aidé au travers des différents MEDEF territoriaux mais aussi d'autres organisations comme la CPME quelques centaines de milliers de masques pour aider les entreprises les plus en difficulté, surtout les petites entreprises et les artisans. Ça m'amène d'ailleurs à demander à Hervé, qui est un petit peu notre expert dans l'équipe, on a beaucoup de questions, Hervé, concernant l'obligation des employeurs sur la mise à disposition des moyens de protection pour les salariés. Est-ce que tu pourrais nous apporter ton éclairage là-dessus, parce que tu as pas mal planché ces dernières semaines sur le sujet? Oui, bonjour à tous. Effectivement, le sujet des protections est quand même quelque chose d'assez compliqué. Les communications faites sur ce sujet ne sont pas nécessairement très faciles à comprendre par les uns et par les autres. Et au regard de ça, on a une contrainte, à savoir, c'est qu'on a une responsabilité civile, voire une responsabilité pénale. Alors, le sujet principal, c'est notamment concernant donc les masques. On a un vocabulaire qui est utilisé régulièrement, qui est notamment, et on l'entend par le gouvernement, des masques tout public. Alors moi, je vais rappeler déjà une règle qui est quand même très importante, c'est qu'il faut le plus vite possible éviter d'utiliser donc des masques médicaux, FFP2 ou chirurgicaux. On a besoin de les conserver parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir va nous réserver. Et donc, mon conseil principal, c'est déjà d'amener cette information et de conseiller bien évidemment que les uns et les autres puissent garder ces équipements qui pourraient être utiles. Et donc, du coup, de prendre d'autres solutions. Donc, je vais essayer de développer rapidement. Alors, on a un problème de vocabulaire sur les masques, et je vais faire un petit focus dessus. On a un problème de vocabulaire parce qu'on entend parler de masques tout public. Nous, employeurs, on a à satisfaire en fait des besoins qui sont tout à fait clairs, à savoir utiliser des produits qui sont normés. Alors, l'appellation masque tout public, en fait, on met tout dedans. Et du coup, les employeurs ne savent plus réellement qu'est-ce qu'en fait ils doivent utiliser comme protection. Alors, l'Agence nationale de sécurité du médicament a très clairement défini deux types de masques, les catégories 1 et les catégories 2, en tissu, bien évidemment, on s'entend. Les catégories 1, ce sont des masques qui sont normalement à utiliser par les professionnels en contact avec le public, par exemple les caissières, enfin, et encore même pas, puisqu'on va y revenir dessus. Donc, tous les métiers qui sont en contact avec le public, rapprochés, et dont on ne peut pas faire autrement que de porter un masque.
Et la catégorie 2, c'est pour le reste des besoins professionnels, à savoir notamment en entreprise. Du coup, on va faire maintenant un parallèle avec les fiches métiers éditées par l'INRS et publiées par le ministère du Travail, qui sont la référence pour l'ensemble des employeurs. Et sur ces fiches métiers, on s'aperçoit que dans très peu de cas, les masques sont recommandés, ou éventuellement ils sont recommandés de façon très occasionnelle par rapport à des situations pendant le temps de travail très bien déterminées. Et également, un autre sujet qui n'a pas du tout été d'ailleurs accompagné ni traité, notamment par exemple le port de visière. Je vais prendre un exemple simple. Pour les métiers comme par exemple les agents de sécurité en milieu recevant du public, eh ben, c'est la visière qui est conseillée, non pas le masque. Visière dont on voit bien évidemment beaucoup aujourd'hui malgré tout le port, mais on n'en parle pas. On fait toujours un focus sur le masque alors que c'est pas nécessairement le moyen de protection adapté. Et donc sur ces fiches, et donc ça vient un petit peu en rupture et puis en contradiction avec les messages qui sont passés. Donc, les fiches de travail des caissières prévoient effectivement des visières. Ceux des agents de sécurité en contact avec le public prévoient également des visières. Donc, du coup, personne n'entend parler des visières dans les propos du gouvernement, des hommes politiques et du gouvernement en général. Et donc, du coup, ça crée une confusion. Donc ça, je pense que c'est un point qui est relativement important à rappeler. Il faut qu'on change un petit peu nos réflexes et qu'on n'appelle pas pour les employeurs des masques tout public, puisqu'encore une fois, tout public, ça veut dire tout public. Ça ne définit pas nécessairement effectivement des produits qui sont utilisés et utilisables par les employeurs. Encore une fois, nous, on doit utiliser des produits qui sont normés. Les catégories 1, donc telles que définies par l'Agence nationale de sécurité du médicament, sont certifiés et qualifiés par la Direction générale de l'armement. Il y a une liste qui est publiée sur le site du ministère du Travail qui met à jour cette liste d'établissements, enfin de fabricants certifiés, donc à jour régulièrement. Donc elle est disponible pour tout le monde en allant sur le site du ministère du Travail. Et donc du coup, il faut s'assurer que les masques que nous, employeurs, on va utiliser, soient bien en matière de provenance des entreprises qui sont certifiées et agréées par la Direction générale de l'armement. Là, on a un petit point, d'ailleurs, aujourd'hui, qui méritera d'être adressé. C'est un peu l'entonnoir, notamment sur le nombre de lavages, parce que beaucoup de masques sont certifiés pour 10 ou 15 lavages, pour l'instant, sont en attente d'être certifiés pour 50 lavages. Donc, on imagine bien qu'entre 10 ou 15 lavages ramenés au prix du masque et 50 lavages, évidemment, ça réduit notablement le prix, ça le divise par 3 et un peu plus. Et là, on a un embouteillage, et donc, du coup, en fait, quand on traduit ça en nombre de masques unitaires que ça peut représenter, bah pour l'instant, effectivement, ça contraint un petit peu la disponibilité en nombre de masques unitaires que l'on pourrait avoir. Donc là, c'est un autre sujet qu'il va falloir qu'on adresse rapidement pour que les masques tissus, effectivement, aient bien fait reconnaissance en nombre de lavages. Un autre point, où effectivement, là, il y a des interrogations qui se font, c'est à savoir, est-ce que le trajet domicile-travail doit être assuré ou non par les employeurs? Là, en l'occurrence, il y a deux écoles. A priori, effectivement, le trajet domicile-travail n'incombe pas à l'employeur. Je dis bien a priori. On n'a aucun texte qui nous permet de façon non discutable de pouvoir trancher sur ce sujet. Les experts juridiques et avocats, je vais être un peu taquin. Le problème avec les avocats, c'est que c'est la formule vous avez perdu, on a gagné. En l'occurrence, si on a une procédure, on sera bien évidemment seul devant les juges pour effectivement avoir à s'expliquer. Donc, a priori, non, effectivement, on n'a pas à s'en occuper. Donc, les experts disent, si on commence à s'occuper du trajet domicile-travail, on met un pied dans la porte sur effectivement une reconnaissance potentielle de responsabilité. Mais de l'autre côté, on n'a aucune certitude que si on ne fait pas le nécessaire, on ne soit pas non plus, de toute façon, on n'est pas certain qu'on ne fera pas l'objet de poursuites qui sont toujours possibles. Hein. De toute façon, on peut très bien saisir un conseil de prud'homme, on peut très bien saisir les affaires sociales pour effectivement avoir une reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, etc., etc. Alors, évidemment, donc du coup, on a une certitude, c'est que c'est complètement incertain. Moi, j'aurais tendance à dire aux employeurs, de façon générale, s'ils ont les moyens et s'ils le peuvent, eh ben, qu'ils fassent une dotation à leurs salariés pour le trajet domicile-travail,
à charge bien évidemment après par les employés de faire le lavage et le nettoyage des masques conformément aux prescriptions. Mais voilà, ma recommandation, ça serait de dire, ce qui est certain, c'est qu'on est sûr de rien, donc j'aurais une tendance à dire, on peut en faire un petit peu plus et effectivement équiper nos salariés qui prennent les transports en commun de masques qui leur permettront d'être protégés. Merci beaucoup Hervé. On a pas mal de questions qui nous arrivent sur le chat liées à l'attestation en fait, hein. Et l'enjeu, enfin la difficulté, on en a parlé avec Alexandra il y a quelques minutes, c'est que l'attestation n'est toujours pas disponible en fait. Et la question c'est, nous savons que le Premier ministre va parler tout à l'heure vers 16 h je crois, et qui va annoncer un certain nombre de mesures. Mais l'enjeu maintenant, c'est vraiment qu'on obtienne cette attestation, donc si on veut être prêt pour lundi matin. Donc Alexandra, vous avez peut-être des informations là-dessus, ou vous savez si cette attestation va arriver rapidement ou pas? Ah, on vous entend. Je crois qu'on ne vous entend pas, Alexandra. Vous nous entendez, Alexandra? Ah, je crois que votre micro doit être coupé, normalement. Oui. Ouais, Ah, non, voilà, c'est bon. Mon ordinateur me fait des tours. Donc oui, je disais non, mais de toute façon, j'ai pas plus d'informations que vous là-dessus. Donc, mais j'imagine que si c'est obligatoire à partir de lundi, je l'espère que cette attestation sera évidemment rendue disponible. Donc voilà, On a perdu, hein. Peut-être pas trop, je suis désolée. Non, c'est bon. On vous entend là, Alexandra. Ah, donc je répète. Pardon. Non, parce qu'il y a eu un moment où ça a coupé, c'est pour ça. Mais on a bien compris. De toute façon, on a bien compris votre message. De toute façon, on est tous un petit peu bloqués par cette situation. Et bien évidemment, dès que cette attestation, d'abord, je pense que tout le monde sera prévenu de la chose très rapidement. Charles, je voulais me tourner vers toi aussi maintenant pour revenir vers ce fameux guide des bonnes pratiques qui est un guide, à mon avis, très intéressant pour les entreprises. Et je voulais te demander si tu pouvais nous donner un ou deux exemples de cas concrets d'actions pragmatiques que vous avez traité sur ce guide. Oui, alors le guide, c'est un guide de bonne pratique, c'est une méthode, encore une fois, donc on ne dit pas tout ce qui est interdit, les règles, etc. On donne une méthode. Donc par exemple, si je prends l'exemple du télétravail, on dit la première des choses pour commencer à discuter du télétravail, c'est de cartographier un peu les besoins de l'entreprise et puis aussi les contraintes qui pèsent sur les collaborateurs. Par exemple, tout le monde est d'accord sur le principe de dire qu'il faut participer au lissage des pointes, etc., comme le recommande la région Île-de-France et les transporteurs. Maintenant, pour certaines personnes, certaines familles, finir tard, arrêter tôt, ça va être compliqué. Donc, il revient aux entreprises, aux collaborateurs de s'installer autour d'une table, dans les équipes, de faire le point entre qui peut prendre quelles contraintes, comment s'organiser, comment faire des roulements, des plannings, etc. Je crois que ça, c'est en train de s'organiser de façon naturelle. Nous, dans le guide, ce qu'on a voulu faire, c'est le mettre un peu de manière de le lister de façon méthodique. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si on a des personnes qui sont handicapées, qui sont en situation de handicap dans l'entreprise? Qu'est-ce qui se passe si on a des personnes qui sont dites fragiles, c'est-à-dire qui sont plus à risque que d'autres en regard de la pandémie? Donc tout ça, on apporte des solutions. On ne dit pas comment il faut faire, on dit comment il faut faire pour se mettre sur la voie de la solution. Parce qu'évidemment, c'est à chaque fois du cas par cas. Il y a aussi des questions très, très simples et qu'on connaît tous, hein, qui sont des questions liées au stress.
les questions liées à la charge mentale, liées au poids que cette situation peut amener de plus, aussi bien sur le plan sanitaire que sur le plan économique. Donc là encore, on donne des conseils pour essayer déjà d'identifier ces problèmes, et puis aussi on donne des voies pour la résolution. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a une fondation qui est la fondation d'entreprise MMA, qui se préoccupe beaucoup de ces questions de stress au travail et de charge mentale, etc., qui a, d'une certaine mesure, sponsoré la réalisation de ce guide. On dit, par exemple, aussi qu'il y a des actions qui sont à mener au niveau du service client, au niveau de l'organisation commerciale. Parce que, on imagine bien que on ne peut pas repartir comme ça. Le moteur est froid, en fait, et on ne peut pas monter dans la machine et se mettre pied au plancher. La problématique que rencontrent aujourd'hui les transports en Île-de-France, à un niveau général, c'est exactement la même problématique que toutes les entreprises connaissent. C'est-à-dire, on ne peut pas du jour au lendemain décréter que ça y est, c'est le déconfinement, et donc on repart, on est pied au plancher à 100%, etc. Non. Dans chaque entreprise, dans les transports comme dans les autres, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gens qui travaillent, il y a des employeurs, il y a des employés. Il faut organiser ça et le faire de façon progressive, de façon pas à pas. Je pense que la principale consigne qu'on peut donner au-delà des protocoles, des autorisations, etc., c'est que les gens comprennent qu'à partir de maintenant, du moment où on parle, si on veut pouvoir retravailler, on va pouvoir le faire, mais on va pouvoir le faire avec une épée de Damoclès qui est au-dessus de nos têtes et qui s'appelle la pandémie. Et cette pandémie, si on veut y faire obstacle, il faut respecter une distanciation sociale, il faut respecter des gestes barrières. Et ces deux mesures, distanciation sociale et gestes barrières, vont impacter tout le reste de la manière dont nous travaillons. C'est pour ça que le télétravail, ça fait du sens. C'est pour ça que si les gens qui n'ont pas besoin de se rendre physiquement quelque part dès lundi, s'ils doivent rester derrière un ordinateur ou au téléphone, le mieux c'est qu'ils continuent à le faire de la même façon, parce qu'il faut laisser la priorité dans les rues de Paris et dans les rues de l'Île-de-France aux mécaniciens, aux peintres, aux photographes, aux coiffeurs, etc. Donc, et puis petit à petit, l'activité va reprendre, et elle va reprendre d'une manière, on espère, progressive. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, Daniel, le pire serait que dans 3 semaines, on se retrouve de nouveau devant un mur et qu'on reparte pour 50 ou 60 jours de confinement. Ça serait vraiment grave. Ça serait vraiment grave pour nos entreprises. Ça serait vraiment grave pour l'économie. Ça serait vraiment grave pour la santé des gens. Je parle de leur santé morale, enfin, pas pour leur morale. Donc, oui, ça repart, mais ça repart doucement. On ne passe pas comme ça d'un état à un autre. Il n'y a pas un bouton marche-arrêt. On ne passe pas d'un état confinement à un état normal. Donc, dans le guide, il y a plein de choses. C'est à la fois, bon, il y a une quinzaine de pages, hein, mais chaque page, il y a des listes très précises de ce qu'on peut faire. Il y a par exemple tout ce qui concerne l'affichage qu'on peut mettre dans l'entreprise. Il y a des choses très basiques, c'est qu'on dit par exemple s'il y a des portes dans l'entreprise et que ces portes on peut les laisser ouvertes, ça évite en fait de manipuler les poignées. Donc tant qu'à faire, dans la mesure du possible, si on peut laisser les portes ouvertes le plus possible, faisons-le. On dit s'il y a des machines à café, s'il y a des espaces partagés, etc., il faut vraiment veiller à leur nettoyage ou alors peut-être momentanément se dire qu'on ne les utilise plus parce que c'est problématique, parce que ça regroupe de manière inutile les gens. Voilà. Donc c'est toute une façon de vivre auquel, malheureusement, il va falloir s'habituer et qu'on a essayé de lister là-dedans. Voilà pour Merci beaucoup, Charles. les cas concrets. Ouais, merci beaucoup, Charles. Je voudrais répondre à une question qui est sur le chat, qui revient pas mal. Enfin, répondre, en tout cas donner mon éclairage.
Et ensuite, je voudrais donner la parole à Alexandra, à Hervé et Alexandra sur le télétravail, parce que c'est un vrai sujet dans ce contexte actuel. D'abord, sur les itinérants, la question qui est posée par certains d'entre vous, c'est doit-on fournir des masques à nos commerciaux sur le terrain? Alors moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle. J'ai un peu plus de 100 personnes sur le terrain, enfin de vendeurs sur le terrain au niveau national. Il est clair aujourd'hui que si on veut que nos clients acceptent nos vendeurs, il faut qu'on leur donne les moyens de rentrer chez nos clients. Et on a d'ores et déjà une grande partie de notre clientèle qui l'exige par écrit. On a reçu énormément, j'imagine que vous aussi, d'innombrables clients nous ont écrit en disant nous ne recevrons vos commerciaux que dans les règles les plus absolues de sécurité sanitaire. Donc, faites en sorte qu'ils soient munis de masques et ainsi de suite. Alors, certains nous disent qu'ils fourniront les masques, mais globalement, pour une bonne reprise opérationnelle commerciale, j'aurais tendance à dire qu'il serait assez cohérent de pouvoir équiper nos commerciaux de masques pour éviter toute déconvenue avant de rentrer chez un client. Peut-être sur le télétravail, parce qu'il y a pas mal de questions sur le télétravail. La galanterie m'impose de m'adresser d'abord à Alexandra, mais je voudrais aussi ensuite donner la parole à Hervé, qui a pas mal d'expérience sur le sujet. Alexandra, est-ce que finalement, il ne faut pas qu'on profite de cette crise pour aller un cran plus loin, et la région l'a fait déjà depuis maintenant pas mal d'années sur le télétravail, qui aura de toute façon un impact sur la politique des transports en Île-de-France. Tout à fait. Alors nous, c'est vrai que je dis pas que ça a été forcément simple d'emblée, mais quand on a déménagé à Saint-Ouen, on a attribué à chaque agent 1 à 2 jours de télétravail par semaine. Donc ça veut dire que, enfin, on a fait ça avec un changement aussi. Tout le monde est en open space, il n'y a plus de téléphone fixe, ce qui pour une administration n'est pas forcément évident. Et ça se passe très très bien. Et d'ailleurs, ça a été formidable puisqu'on a tout de suite été opérationnel aussi. Voilà, au début de cet épisode pour continuer à travailler alors qu'on a vu, enfin moi je le vois notamment en agriculture, on a vu certains services de l'État qui ne pouvaient pas, par exemple, payer les subventions parce que tout était encore papier, enfin en tout cas une grande partie. Donc tout ça fait que effectivement nous c'est un mouvement qu'on essaye de pousser aussi avec les grands groupes, mais pas seulement. Parce que ça crée aussi de l'activité locale. Un des combats de Valérie Pécresse, c'est la lutte contre les fractures territoriales. Or, si on fait du télétravail, ça veut dire qu'on va consommer local, on va aller manger à côté de chez soi le midi, au lieu de revenir simplement le soir. Donc, et évidemment, c'est une façon d'améliorer les transports. Donc, tout ça fait que nous, on pousse beaucoup là-dessus, aussi pour le désengorgement des transports, pour une meilleure qualité de vie des gens. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup, à commencer chez moi, là, mon mari, qui se rend compte que peut-être on accomplit parfois un peu plus parce qu'on n'a pas toutes les 5 minutes quelqu'un qui rentre dans le bureau. Donc, il faut un équilibre, bien évidemment. On ne va pas passer à 100% de télétravail, mais 1 à 2 jours, je trouve que c'est bien. Et ça a plein d'effets positifs. Donc, nous, ce qu'on fait en tant que collectivité publique, c'est quoi? C'est créer des lieux, des tiers-lieux, pour que les gens puissent justement y aller, parce que c'est pas forcément le télétravail chez soi, ça peut être à proximité de chez soi pour ne pas prendre les transports. Et aussi tout ce qu'on fait en termes de smart région. On a une smart plateforme qui nous a été très utile pendant la crise, où on a recensé plus de 600 solutions. Par exemple, vous parliez de effectivement, le télétravail, il y a des bonnes pratiques, des bonnes méthodes. Donc, toutes les boîtes qui nous envoyaient des solutions pour les soignants, pour les entreprises, télétravail, cybersécurité, pour les commerçants, artisans, on les a référencés sur cette Smart Platform. Et le premier service de la Smart Platform, c'était justement tout ce qui était recensement des lieux, micro-working aussi en gare, tous les endroits où on peut aller travailler pour que les gens puissent avoir plus facilement accès à la population. Donc moi, je suis persuadée que c'est un des effets qui doit perdurer aussi au-delà de la crise pour notamment relancer de l'activité locale dans tous les territoires, y compris en Grande Couronne, sujet qui nous est cher avec la présidente. Merci Alexandra. Hervé, peut-être je vais devoir vous laisser. Je suis désolée, je vais devoir vous laisser. Merci beaucoup. Petite rectification, les masques, c'est des millions qu'on a distribués, pas des centaines de milliers. On en a distribué plus de 17 millions. Et on le fait là, notamment en ce moment, effectivement, sur tout l'aspect économique, avec le MEDEF, CCI, CPME, CMA, pour aider à la reprise d'activité. Évidemment, on ne peut pas équiper tout le monde. Rien que les TPE, ça voudrait dire 24 millions de masques, donc c'est un peu infaisable, mais on essaye de faire au mieux.
et pour vous aider vous aussi à reprendre l'activité. Merci beaucoup, Alexandra. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Hervé, peut-être je te redonne la parole sur le télétravail et peut-être partager avec toi ton expérience. Oui, alors, effectivement, je pense que le sujet du télétravail est un vrai sujet pour les employeurs et pour demain. Nous, j'ai une entreprise d'un peu plus de 100 personnes. Il y a 5 ans, j'ai décidé de massifier le télétravail. J'ai pas pris la première année parce que c'était la mise en place, mais je vais vous donner des chiffres, comme ça va être beaucoup plus explicite. Entre la deuxième et la troisième année, en fait, on a eu une réduction de 50% des arrêts de travail. Et l'année suivante, on a eu 20% de moins d'arrêts de travail. Donc là déjà, très clairement, on a un indicateur que l'on mesure nous chaque année et qui est tout à fait très clair au niveau des résultats. On a une augmentation de productivité de l'ordre de 10%. Et bien évidemment, la qualité de vie de l'intégrité de nos collaborateurs s'est totalement trouvée transformée, sachant qu'on en avait quand même beaucoup sur Paris. Et quand vous gagnez entre 1 et 3 heures de transport par jour, je peux vous dire effectivement que ça compte. Et quelque part, bien évidemment, ça nous a forcé à adopter d'autres méthodes de management et de fonctionnement. Et là où j'avais des collaborateurs que je voyais pas nécessairement toujours très régulièrement, en fait, on a eu avec bien évidemment des outils qui ont permis la digitalisation, à dire quelque part à outrance, nous permet en fait du coup moi d'avoir des contacts avec l'ensemble de mes collaborateurs très régulièrement. Alors avec des outils comme Teams, bien évidemment, où aujourd'hui tout le monde est sur Zoom à disposition, mais même sur des outils professionnels, bien évidemment, on le fait. Et donc du coup, ça me fait faire un point régulier avec l'ensemble de mes collaborateurs pour effectivement recueillir leurs interrogations, leurs sentiments du moment. Là, bien évidemment, beaucoup plus pendant la période de confinement, mais en fait, ça amène un management différent en utilisant bien sûr le digital. Ce qui n'interdit pas, bien évidemment, mes collaborateurs, et là je parle d'avant le confinement, de venir régulièrement dans nos espaces de travail pour qu'ils puissent se croiser. Mais en fait, la règle est devenue le télétravail sur la base, enfin, comme base. On était à 60-70%. Aujourd'hui, on est à 95%. Et je pense que du coup, sorti bien évidemment même du confinement et bien après, la règle de 90 à 95% sera à peu près la norme de fonctionnement de notre entreprise. Donc je pense qu'il faut savoir aller et franchir le cap parce que les bénéfices, ils sont pour tout le monde. Et ça, il n'y a pas du tout de réserve à avoir sur cet engagement. Il faut considérer qu'effectivement, les gens sont responsables. Il faut faire confiance a priori et il faut effectivement avoir des outils digitaux suffisants et efficaces pour que tout ça fonctionne bien, mais les résultats sont là au rendez-vous. Merci Hervé. Peut-être toujours sur ce sujet-là, Christian, est-ce que la FNOR, et peut-être même dans le guide, est-ce que c'est un sujet que vous avez pu déjà aborder, adresser ? Le télétravail, d'abord nous le pratiquons, donc je ne peux que confirmer ce que vient de dire Hervé. Nous pratiquions déjà avant la crise et aussi, alors pas de manière massive, mais il était quand même assez largement pratiqué. Et là, nous travaillons, sachant qu'en normalisation, nous avons eu très peu de baisse d'activité et même des activités nouvelles comme ce guide. Voilà, donc nous sommes fervents. Et donc, évidemment, dans le guide AFNOR-SPEC réalisé avec vous, le télétravail est bien ciblé. Nous ne pouvons qu'encourager à l'utiliser au maximum. Évidemment, ce n'est pas possible dans tous les métiers. Faire des bilans aussi réguliers. Il y a des bilans de productivité, il y a des bilans de personnel, parce que bien entendu, il y a quand même des situations différentes. Et nous recommandons évidemment de prendre en compte dans ce guide, de prendre en compte les besoins d'équipement de l'espace de travail, puisque des gens qui ont pu s'équiper, qui sont plus ou moins équipés dans la situation de crise, si ça devient une situation beaucoup plus permanente, on va peut-être un petit peu mieux s'assurer quand même qu'à leur domicile, ils puissent avoir un environnement de travail qui soit seulement celui qui était… parce que certains, moi j'ai dans mon équipe par exemple, des personnes qui étaient quand même dans des conditions, qui ont télétravaillé, mais des conditions un petit peu… pas forcément adapté, donc ça peut durer 2 mois, mais évidemment, si ça devient une situation permanente, voilà. Donc nous avons envisagé cela aussi dans notre guide. Il peut y avoir aussi mettre à jour les contrats de travail, le cas échéant, avec des avenants, puisque ça peut être
si la situation perdure, tout cela est à regarder. Établir aussi des plages de travail synchronisées entre les équipes qui dépendent les unes des autres, puisque chacun, effectivement, il faut bien travailler sur ces liens entre les équipes interdépendantes. Voilà. Et puis, d'ailleurs, il y a aussi des fiches sur ces questions que le MEDEF, nous avons bien cité dans le guide les fiches MEDEF qui traitent du télétravail pour la direction et les managers. Il y a une fiche sur le management à distance et pour les collaborateurs, le guide du télétravailleur. Donc, vous voyez, les bonnes références sont présentes aussi dans ce guide AFNOR. Merci beaucoup, Christian. Il nous reste plus beaucoup de temps, mais je voudrais quand même donner la parole à Hervé sur un sujet. C'est que tout ce qui est en train de se passer va indéniablement avoir un impact sur les écosystèmes locaux. Et je voulais savoir, toi, Hervé, comment tu voyais les choses et quelle est ton expérience là-dessus? Alors, en tant que président du MEDEF Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Alexandra est partie, mais ce serait bien qu'on refasse un petit point sur ce sujet-là. C'est certainement moins vrai sur Paris, et Charles pourra nous le dire. En fait, notamment en Seine-Saint-Denis, on a beaucoup d'entreprises qui viennent s'installer. Elles n'ont aucun impact sur les écosystèmes locaux. En fait, elles vivent en autarcie. Et globalement, on peut avoir, nous, des milliers d'emplois qui viennent s'installer sur notre territoire. Ça ne bénéficie absolument pas au territoire. En fait, et on voit les gens qui arrivent le matin du RER jusqu'à l'entreprise et retour, mais sans du tout impactés. Et ça, c'est malheureusement en fait un vrai drame sur effectivement l'aménagement du territoire et notamment de ces zones d'activité qui ont été pensées pour effectivement fonctionner en autarcie et pas intégrées dans le tissu local. Merci Hervé. On arrive au terme de ce webinaire qui a duré 1 heure. J'espère que les sujets vous auront intéressé et je vous engage tous tout d'abord à aller chercher et télécharger ce guide des bonnes pratiques réalisé en partenariat entre l'AFNOR et les MEDEF. Puis je voudrais surtout souhaiter à tout le monde un excellent déconfinement dès lundi. Sachant que, bien évidemment, toutes les organisations MEDEF, qu'elles soient Île-de-France, territoriales, sont à votre disposition dès lundi pour répondre à des questions, vous aider si besoin est. Et dernier point, vous rappelez que ce webinaire a été enregistré sur YouTube et donc il est disponible pour le réécouter si vous le souhaitez sur YouTube. Excusez-moi. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci.